Dans l'épisode précédent, nous vous avons emmené à la découverte de l'intérieur du Var, de ces petits villages pittoresques à sa nature abondante. Nous avons également pu tester de la gastronomie locale, un bon aperçu d'une cuisine savoureuse et authentique. C'est un régal. T'as vu? Voilà, c'est ce que je disais, je veux dire, du canard dans la raviole, je trouve que ça se marie très bien. C'est une tuerie les potes. Nous avons notamment mentionné l'importance de la préservation et la conservation de nombreux de ces villages qui représentent une partie importante du patrimoine, de l'histoire et du décor de l'arrière-pays varois. Nous tenons encore une fois à remercier le département qui a contribué à nous faire découvrir des endroits cachés, à percer ses secrets et à rencontrer des acteurs locaux. Bienvenue à tous dans ce nouveau chapitre. Comme dans beaucoup d'endroits que nous visitons, le vin occupe une place importante et est vecteur d'émotions, de partage et de passion. La Provence n'y échappe pas et ses conditions climatiques entre soleil et mistral rendent particulièrement propice la terre à la production de vin, mais en font aussi des vignobles d'une grande qualité. La viticulture représente d'ailleurs la première richesse agricole varoise avec 30 137 hectares de vignobles. Le Var est tout de même le 6e producteur de vin en France et le premier producteur mondial de vin rosé. On y trouve 4 vins d'appellations d'origine contrôlée, comme les vins de Bandol, les Côtes de Provence, les coteaux varois en Provence et les coteaux d'Aix en Provence. Chaque année, ce sont plus de 170 millions de bouteilles qui sortent des vignobles varois, la plupart étant bio. Il existe plusieurs manières de partir à la découverte de ce patrimoine, que ce soit par la route des vins, à travers des événements ou encore par la visite de domaines de manière originale et insolite. Ce matin, on va faire une petite activité un petit peu insolite. On va aller faire du cheval dans un domaine viticole et après, nous allons réserver des surprises pour notamment la dégustation. Donc on a hâte. Écurie de la Renarde. Ouais. Ah non, c'est pas... Si, c'est... Si, c'est ça. Écurie de la Renarde. C'est sur le domaine de Cala. Bonjour. Bon, c'est bon, on vient de demander, on est bien au bon endroit déjà. On s'est pas trompé. Non, on ne s'est pas trompé d'écurie. Bonjour. Première rencontre. Donc lui, il a choisi Lucky, celui qui est de couleur un peu café. J'ai pas choisi. Non, pardon, c'est moi qui ai choisi Pégase. C'est vrai, je mens. Et là, on a Pégase. Oh, il est super beau, c'est vraiment le cheval blanc de Prince Charmant. Ils se font des bisous. Allez, va sceller ton cheval, là, madame. Moi, j'ai le plus... Est-ce que tu l'as bien brossé déjà? Bah... Ouais, je vois encore des saletés. Hein. Vérification des travaux finis. Depuis longtemps que tu fais de l'équitation? Ça fait 8 ans. Ah, quand même. Allez, c'est parti. Je te rappelle comment on tient. Une main à une vingtaine de centimètres. Voilà. Et on va aller se mettre à cheval dans la carrière qui est là-bas. Le tien, il est gourmand. Oui, une tête de gourmand. En avant, hein. Ouais. Allez. Oui, c'est haut, c'est haut. Oh, la cavalière. Et c'est parti, mon kiki. Bienvenue dans le domaine de Cala. On vient de faire le tour du domaine à cheval et on va aller au niveau de la cave du domaine parce qu'il faut savoir que ce domaine-là il fait tout le processus de création du vin jusqu'à la mise en bouteille, jusqu'au produit final en fait si vous voulez. Et donc là ils vont nous déposer, après la petite balade à cheval, ils vont nous déposer à la cave pour aller discuter un petit peu plus du domaine et aussi faire une dégustation. Magnifique. Bonjour. Vous allez voir que la visite de cave qu'on va faire, on est sur une cave relativement récente. Ok. Vous avez le jus qui remonte et qui redescend en continu Ok. pour que du coup ça brasse
toute la journée en fait finalement. Là on est sur de la cuve en béton. Nous ce sont les cuves qu'on utilise le plus pour finalement nos rouges de garde. Après on est sur une cuve qui ne va pas spécialement apporter quelque chose en plus comme l'inox, mais qui a un aspect de conservation qui est très intéressant. Vous avez le même système de pompage qui est juste là. Si ce n'est que nous on trouve plus intéressant de mettre les rouges dans la cuve en béton que de l'inox qui est un petit peu plus basique. Nous on a nos vins nature qui sont faits du coup dans l'œuf en grès. L'avantage du grès en fait c'est que c'est une pierre de rivière qui du coup va lui donner un goût au vin assez minéral et assez salin que vous verrez du coup pendant la dégustation. Pour le coup on est sur quelque chose d'assez salé en fait finalement qui va être super sympa et très agréable pour l'apéritif essentiellement. On est sur des vins nature donc sans sulfite. C'est-à-dire en fait finalement le sucre qui va se transformer en levure, il y en a absolument pas. Ça c'est bien. Et vous allez voir, du coup, on est sur un blanc plus apéritif, plus salé et plus minéral. Donc ça va peut-être être étonnant pour vous si vous n'avez pas l'habitude. Pas l'habitude de goûter ça. D'accord. Ah oui, d'accord. Oula. Ah oui, d'accord. C'est surprenant. L'aspect minéral, oui. Oui, c'est très particulier. Ça, c'est quelque chose qui va beaucoup te... Oui. Ouais, je pense... Ah oui, déjà, ça sent... L'odeur est pas pareille, ouais. Ah oui, le goût du bois, il est ouf. Tu l'as senti? Ouais, c'est délicieux. Au tout début, il vient en bouche. Et donc, ce que vous disiez tout à l'heure, ce que vous pouvez faire en fait finalement avec un verre pour voir s'il a été élevé dans un fût de chêne, parce qu'en fait c'est le chêne qui va donner cet aspect-là. Si vous faites tourner le vin dans votre verre, vous allez voir en fait qu'il y a des larmes qui se posent sur les côtés. Le vin qui va descendre doucement qu'avec un autre, c'est en fait la particularité du fût. Sur le côté, vous avez les larmes en fait. Ah oui, d'accord. Si. Et donc ça, c'est un indicateur obligatoire que ça a été en fût de chêne. Ok. Les autres, ça le fera pas du tout. Ah, c'est dingue ça. Très bon celui-là, vraiment. T'aimes bien? Ouais. Bon, du coup, on s'est laissé tenter. On a pris 2 bouteilles. Donc, on a pris 2 rosés. Donc, c'est vraiment surprenant de notre part parce que d'habitude, c'est pas ce qu'on préfère le rosé. Mais vraiment, ils étaient super bons. Chacun sa bouteille. Voilà. Ça, c'est celui que j'ai préféré. C'est le premier rosé qu'on a goûté, donc qui est un petit peu plus léger, on va dire. Et ça, c'est le rosé que toi, t'as préféré, qui est un petit peu plus travaillé, mais du coup, qui est un peu plus fort. Ouais. On va dire ça comme ça, de manière simplifiée. Et en fût de chêne. Et en fût de chêne. Donc, il y a un peu plus de goût. Et du coup, voilà, chacun sa bouteille. Pas de jaloux. Mais franchement, ils étaient super bons. Et nous, on n'a pas eu pour eux très cher. Donc, vraiment, bon rapport qualité-prix quand même quand je vois... d'autres vins en commerce qui sont beaucoup moins bons. D'autres vins en commerce qui sont moins bons et beaucoup plus chers. Au final, voilà, une très belle découverte. Et on repart avec un petit souvenir, du coup. Pour le coucher du soleil, c'est l'incroyable domaine des terres de Saint-Hilaire à Ollières qui nous ouvre ses portes avec une activité plus qu'originale, du gyropode au milieu des vignes. C'est avec Vartrek que nous réalisons l'activité qui fut vraiment une super découverte pour nous. Ce prestigieux domaine de plus de 1500 hectares, dont 120 hectares de vignes, réunit aussi un centre équestre, une abbaye, un gîte, une chèvrerie bio, qu'on vous emmènera d'ailleurs voir plus tard dans la vidéo, et une salle de réception entre autres dans un cadre exceptionnel. Des vins de caractère réalisés dans le respect de la viticulture qui retranscrivent à merveille le terroir provençal. On doit bien l'avouer, le gyropode était un moyen vraiment ludique et inattendu pour visiter un domaine. Vous avez trouvé le point d'équilibre, vous verrez qu'en fait c'est vachement stable. Oui. Pour tourner, c'est vraiment gauche-droite. Ah oui. Latéral, vraiment latéral gauche-droite. Pas besoin de pousser, de tirer, vraiment gauche-droite. Et quand vous voulez avancer, vous penchez en avant, vous revenez, vous penchez en arrière. Si vous allez trop en arrière, vous reculez. Je suis à pied moi maintenant. Bah t'es plus rapide dis donc hein. Non, et ça va. Ah, je peux pas courir à 20 km/h. En plus j'ai mon téléphone dans la poche. La majeure partie de sa richesse se trouve certes dans son patrimoine, ses monuments, ses fêtes culturelles, ses marchés traditionnels, mais aussi et surtout sa population, sans qui toute cette richesse ne vivrait pas quotidiennement et ne serait pas transmise de génération en génération. C'est un patrimoine, vous savez, tous ces souvenirs. C'était vivant avant, faut pas croire. Moi j'ai connu avant le lac. Et oui, c'est ça. Ah oui. Fontaine-l'Évêque, c'était une résurgence, comme une immense cascade qui coulait.
Oui, je connais. Ah bon? Oui, oui. En fait, même quand on va au lac, il y a certains jours, on voit la fontaine est tellement puissante. Dans le lac, ouais, on voit l'eau qui ressort. Ah ouais. Ah bon, c'est où? C'est vers Flagrand au Cavalet. Au Cavalet, oui, là-bas, en face. Après, en sortant de... Ah ouais. Tu descends et après, tu as une plage et là, tu as des panneaux qui expliquent la côte. L'artisanat est l'un des piliers du patrimoine culturel varois. Un grand nombre de choses sont encore faites de manière artisanale et locale et ce savoir-faire s'exprime à travers une grande diversité de métiers, que ce soit par exemple avec la maroquinerie, la menuiserie ou encore l'agriculture. Nous avons pu rencontrer des acteurs locaux qui ont à cœur de partager leur passion et leur savoir-faire. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça va faire 6 ans qu'on est installé. Ouais. Après, c'est pas notre métier, c'est une reconversion. D'accord. Est-ce que de base, vous faisiez quoi? J'étais assistante de direction. Ok. Voilà. Ouais, donc une... Un soir, je suis rentrée et j'en avais un peu marre de mon travail. Et quand je suis rentrée, j'ai vu un berger avec ses moutons. Et là, j'ai dit, je pense que c'est lui qui a raison finalement. Et je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, viens, on place tout. Et j'étais partie pour faire des moutons et j'ai dit, viens, on part à la montagne. Et là, il m'a dit, chiche. Donc, elles ont tout un nom. Vous arrivez à toutes les reconnaître? Ouais. On a investi les lieux avec les chèvres en février 2019. Et entre septembre 2018 et février 2019, on a tout fait ça. Ouais, vous-même, du coup. Voilà. Ce qu'elle nous expliquait. Et vous, avant, vous faisiez quoi? Technico-commercial. Ok. 1, 2, 3, 4. Allez, on y va. Ça, c'est les petits derniers. Oh là là. Oh, ils sont adorables. Bonjour. Oui, tu peux toucher, tu peux faire des câlins. Ça va pas lui faire peur ou... Pas du tout. Regarde, je fais déjà un petit câlin. Tu vas voir. J'ai déjà eu une chèvre dans les bras il y a pas juste longtemps. là, tiens. Oui. Et tu fais le câlin, regarde, tu vois, elle va se faire le câlin. Voilà. Ah, c'est excellent. Elle aime bien le... Oh. Parce qu'elle a l'habitude de faire le câlin. Donc, du coup, depuis toute petite? Ouais. Tu me le fais à moi? Non, Elle a quel âge? Fais-moi le... Nous avons ressenti un réel amour pour leurs bêtes qu'ils considèrent réellement comme leurs enfants. Il est important de préciser également que la chèvrerie Laiti Chèvre est 100% bio et possède aussi le label Nature et Progrès. Ces chèvres-là qui ne rentrent pas dans le cahier des charges normalement de Nature et Progrès. Parce que vraiment, c'est pas d'insémination artificielle, pas d'écornement, tout en gémothérapie. Donc gémothérapie, c'est les huiles essentielles et les bourgeons. Des argiles, des massages, huile de calendula, huile d'arnica. Donc on sait, l'arnica, c'est vraiment, dès qu'il y a un petit bobo, ça fait passer le mal, quoi. Minimum 2 mètres carrés par chèvre. Le foin et la luzerne, c'est fait par la famille de Comis dans le village et c'est tout en bio. D'accord. Voilà, c'est... C'est un ensemble en fait. Oui, oui. Et bon, enfin naturel, au maximum quoi. Vas-y. Hein. Merci. Ah, du coup, il n'y a pas du tout l'odeur que j'aime pas. Ça sent pas du tout. C'est pas l'industriel. Ah, ça va, si tu vas voir, ça va pas du tout avoir le même goût. Donc là, on est vraiment en train de goûter si, c'est bon. du lait de chèvre directement, voilà, qui vient tout juste d'être trait. Donc on peut pas faire plus frais. Merci. Voilà. Ah si, c'est bon. Alors ça... Attends, je vais Alors goûter. je pensais vraiment que le lait de chèvre... Je te laisse alors, j'en fais un pour madame. Ah ouais. Il veut plus partager son verre. Alors non, parce que vraiment le chèvre de commerce, c'est vraiment quelque chose qui m'a traumatisé. C'est très fort le lait de chèvre de commerce, ouais. Mais puis ça n'a pas du tout ce goût... Là, il n'y a pas du tout le goût fort que j'aime pas du tout, quoi. Regarde-le. Merci. Il en veut aussi? Fais attention à tes bracelets. Ah oui. Donc ça, c'est une. Ah bah pourquoi? Elle m'a attaqué. Bah alors. Non, ça se joue entre elles. Bah oui. Non, elles sont déjà... Vous en avez combien en tout des chiens, du coup? 8 maintenant. 8. Et donc les 20 kilos, c'est pour les 8? C'est pour les 7. Les 7. Satine, je lui ai même mis, j'ai pris une photo d'elle, j'ai pris mes lunettes de soleil, je les ai prises, j'ai prises en photo comme ça. Il peut parfois sembler difficile de trouver à qui transmettre le fruit de son travail, mais heureusement des familles comme celle de Monsieur Rémy se passent le flambeau depuis 4 générations déjà. On a un fer en arrondi comme ça, et avec ça on faisait les gorges.
Au fil des siècles, de nombreux villages ont même développé leurs propres spécificités, leur fierté locale. On trouve par exemple à Éguines le musée des tourneurs sur bois qui retrace l'histoire de ce métier emblématique du coin, et en particulier celle des ferreuses et de leurs boules cloutées, ancêtres de nos boules de pétanque actuelles, la spécialité du village qui fut exportée dans le monde entier. Légèrement s'incliner, il faut tenir ici la petite coupette. On se met légèrement incliné, comme ça. L'idée c'est de taper sur le côté pour essayer déjà de le fixer. Voilà. Et alors là, attention que je ne casse rien. On essaie de se mettre... Je vais casser quelque chose. Deux coups, il faut faire rentrer. Sinon, c'est les doigts qui prennent. Un peu plus au sud, à Colobrières, le marron glacé est roi. Capitale de la châtaigne, ce village de moins de 2000 habitants en a fait toute une économie. Ici, le marron se déguste sous toutes ses formes, de la glace à la crème en passant par la bière. Nous découvrons la Tchouk, une microbrasserie 100% artisanale née par passion et faite entre amis au cœur du village. Des saveurs uniques en petite quantité avec de vrais fruits sans arôme artificiel qui reflètent bien la mentalité de la maison, authentique et sans pression. La Tchouk veut d'ailleurs dire pompette en provençal. Comment faire plus local? Je vais goûter en direct avec vous les petits potes. Toi t'as déjà goûté? Ouais, moi j'ai déjà goûté et c'est incroyable. C'est quoi tes premières impressions sur la bière? C'est pas du tout ce à quoi tu t'attends et il y a une petite acidité, je dirais, et ça se passe super bien quoi, c'est super bon. T'as vu? Ah, ce goût que ça te laisse? Ouais, tu sens le petit goût vanillé, mais vraiment c'est... Ah oui, il n'y a pas du tout le sucré du marron glacé. Alors, crème de marron, marron glacé, confiture de châtaigne. Et c'est vrai que sur la route, on avait vu que c'était interdit de ramasser les châtaignes. Bah voilà. Donc voilà. Oui, c'est vrai qu'à proximité de la ville, il est interdit de ramasser les châtaignes. Ce qui a largement contribué à l'économie locale et au développement industriel du département durant le XXe siècle est la production de bauxite. On a exploité au travers de mines pendant des siècles cette roche sédimentaire, souvent de couleur rouge, qui permet de créer l'aluminium, ce qui a fait du Var le premier gisement de bauxite français, mais aussi et surtout un leader mondial. C'est en 1989 que ferme la dernière mine. Les coûts d'extraction augmentent et la découverte de nouveaux gisements plus accessibles dans d'autres pays, notamment en Afrique et en Australie, ont conduit à une diminution progressive de la production varoise. Bien que cette industrie ait disparu, elle a laissé un héritage culturel et historique qui continue d'influencer la région. On peut notamment trouver à Tourves un musée assez unique, le musée des Gueules Rouges, qui perpétue l'histoire de ces mines et leurs travailleurs afin que cette dernière ne soit pas oubliée, mais aussi enseignée aux jeunes générations. Ah oui, nous sommes à 200 mètres sous terre, nous allons vous présenter la mine de bauxite de Tourves, le locotracteur qui va tirer les berlinons avec la bauxite. Hop, la bauxite, la voici. On a tout évidemment qui est rouge, on a cette bauxite forte en fer parce qu'elle est rouge. Il y a de l'aluminium à l'intérieur qui va fabriquer l'aluminium. Là, on est vraiment dans la mine. On commence à entendre déjà l'ambiance de la mine, le bruit qu'on avait à l'intérieur, les engins, les hommes, ça fait énormément de bruit. On présente les métiers qu'il y avait dans la mine. On a le palefrenier, on a les ânes. Ok. On les entend. À quoi servaient les ânes? Les ânes à tirer les berlines avant qu'il y ait le locotracteur. Ah oui. Un âne tirait 6 berlines, donc 6 tonnes de bauxite. On va utiliser des animaux, pas du tout pour avoir des animaux, mais pour travailler. Donc c'est des travailleurs à l'intérieur de la mine. Ils sont là, ils ne quittent jamais la mine, ils vont jamais remonter. C'est une condition très particulière. Autre chose, là on a pas mal de lumière. À l'époque, il n'y en a pas. La seule source de lumière, c'est notre petite lampe acétylène. C'est tout. Nos métiers, il y en a plein. D'abord, on a le forgeron qui va réparer les pioches, les pelles, mais ça c'est au début de la production. Et puis ça va évoluer. Plus on avance dans les années et plus on laisse tomber les pelles et les pioches, et plus on va avoir des machines. Et ces machines vont devenir de plus en plus grandes. On a vu un locotracteur, mais ça c'est rien encore. On va avoir des machines vraiment très grandes. Donc on va avoir besoin de notre mécanicien. Vous remarquez que le forgeron et le mécanicien ils sont à l'intérieur de la mine. Alors là c'est vraiment le chantier, c'est là qu'on récupère le minerai. Là on a le boiseur qui a travaillé parce qu'un des dangers principaux évidemment c'est que tout tombe sur ma tête. Une mine de bauxite ça va jusqu'à 400 mètres de profondeur. Les mineurs travaillent pendant 11 heures dans la journée, ils ont 15 minutes pour manger. Et l'eau il y en a partout, tout le temps. Les mineurs travaillent trempés.
Ils vont avoir de l'eau jusqu'aux genoux. L'eau peut monter et nous inonder. Vous voyez que la mine, elle descend jusqu'à 400 mètres de profondeur. Là, on a notre marmotte. La marmotte, c'est le boutefeu qui s'en occupe. Évidemment, c'est que lui qui s'en occupe. Donc, il va tourner une clé qui est là. Il va pouvoir prévenir les mineurs qu'il y a un danger. Donc, lui, il tourne. Alors, c'est pas comme dans les westerns, hein, j'appuie dessus et tout explose. Ça marche pas de la même manière. Il tourne et quand je le déclenche... De la bauxite, j'en ai de plein de sortes. Dans la nature, vous allez retrouver des bauxites à peu près toutes les couleurs, toutes les formes. Celle-là, elle est particulièrement rare parce que c'est la plus importante, c'est la plus intéressante, parce que plus elle est blanche, plus ça veut dire qu'elle contient de l'alumine. Et moins de fer du coup. Et moins de fer, exactement. Donc avec l'alumine, je fabrique l'aluminium, et avec l'aluminium, eh bien je fabrique... Coca-Cola. Non. Et c'est l'association des Gueules Rouges elle-même qui a pensé ce musée. Il y a 80 ans, le 15 août 1944 plus exactement, débutait l'opération Dragoon menée par le général Patch de la 7e armée américaine sur les côtes varoises dans le but de libérer la Provence de l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce second débarquement, moins connu que celui de Normandie et survenu 70 jours après, était pourtant très stratégique et symbolique pour la France. L'objectif de ce second front dans le sud était de couvrir l'avancée des troupes alliées en Normandie et de libérer les villes de Toulon et Marseille avant de remonter le Rhône afin de prendre les Allemands par surprise. Les résistants, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce sont avant tout, certes, des combattants, c'est pas pour autant que ce sont des soldats. Du coup, on retrouve ici deux tenues civiles des années 40. Par contre, un symbole de reconnaissance qu'ont très souvent les résistants, ce sont les brassards. Ici, mon camarade et moi, nous avons un brassard du Maquis des Morts. Ce brassard, on pourrait le décortiquer en 4 parties. Nous avons bien évidemment le tricolore, les couleurs nationales de la France, une croix de Lorraine, emblème du général de Gaulle, l'insigne FFI et un autre insigne FTPF. On va commencer par évacuer le plus évident, les couleurs nationales. Bien évidemment, comme je disais, on est là pour se reconnaître grâce à ce brassard et donc il est logique que les couleurs nationales indiquent un combattant qui sert une cause française. De plus, on peut aussi théoriser que c'est une manière de retrouver un sentiment d'appartenance et de fierté nationale. Quant à la croix de Lorraine, elle est mise en avant par le général de Gaulle et est récupérée par la France combattante. Mais ce n'est pas le seul symbole. Ensuite, l'insigne FFI pour Force Française de l'Intérieur, à ne pas confondre avec les FFL, Forces Françaises Libres, qui, elles, sont les unités militaires qui suivent le général de Gaulle en Afrique, en Italie ou pendant le débarquement de Provence. FFI, Forces Françaises de l'Intérieur, c'est donc la résistance. Les civils qui vivent en clandestinité plus ou moins élevée et qui vont lutter contre l'occupant allemand. C'est le terme parapluie qui rassemble toute la résistance, mais ce n'est pas le seul. FTPF tient pour franc-tireur partisan, parfois on retrouve le F, parfois non, français pour le dernier F. Les FTP sont la résistance qui est plutôt affiliée au Parti communiste. Je vous parlais du fait que la croix de Lorraine n'est pas le seul symbole. Vous verrez sur le casque de mon camarade une étoile. On peut retrouver ce type d'étoile sur une vidéo d'archives de l'insurrection de Marseille. Cela montre donc que la résistance est diverse, variée et surtout très complexe. Complexe notamment à l'instant T. Les gens auront du mal à se coordonner, mais grâce aux efforts de Jean Moulin, puis après sa mort, grâce à ses successeurs du Conseil national de la résistance, les FFI réussiront à avoir une stratégie cohérente qui est la plus optimale possible et qui va utiliser le plein potentiel des FFI. Cette opération de grande envergure aura été un véritable succès et aura mobilisé plus de 350 000 hommes venant de France, d'Angleterre, d'Amérique du Nord ou encore d'Afrique du Nord. À l'occasion de cet anniversaire exceptionnel, plusieurs commémorations ont eu lieu dans toute la région durant tout le mois d'août. En 2023, la ville de Saint-Raphaël, l'une des villes choisies pour arriver à l'époque, a inauguré un chemin de mémoire réunissant plusieurs endroits clés de cet événement majeur. Plusieurs plages, dont l'emblématique plage du Dramont, aussi appelée plage du débarquement, deviennent le théâtre de ce moment historique. La 36e division d'infanterie du Texas a joué un rôle crucial lors du débarquement en Provence. Ces soldats américains ont largement contribué à la libération de la France et occupent une place de choix dans le devoir de mémoire de la ville qui leur rend régulièrement hommage.
À cette occasion, nous avons eu la chance et l'honneur d'être invités à participer à ces festivités, notamment la grande cérémonie de commémoration sur l'esplanade du Dramont à Saint-Raphaël. Un moment riche en émotions qu'on ne vivra qu'une fois dans notre vie. Il y avait notamment la présence exceptionnelle des membres actuels de cette même division américaine qui débarquait 80 ans plus tôt. Des blockhaus sont sortis de terre, au niveau du cours Guilbault et de l'Excelsior. La plage du Vega a été minée et recouverte de barbelés. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Pour la 36e division d'infanterie dite Texas des États-Unis d'Amérique, Monsieur le Brigadier Général John Wallace, Deputy Commanding General 36 ID des États-Unis d'Amérique. Represent them all here at this significant event as we honor all of those that played their part in this incredibly momentous occasion many years past. Exactly 80 years ago. Entendez-vous dans vos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. Le Var possède la plus longue côte de la région PACA avec 432 km de littoral incluant 16 îles alternant entre de grandes plages de sable fin, criques et falaises spectaculaires. Des lieux emblématiques comme Saint-Tropez, Bandol ou encore l'île de Porquerolles ont contribué à la renommée de la côte varoise, mais son littoral préservé se distingue par une incroyable diversité offrant des paysages et expériences pour tous les goûts. Les activités nautiques ne manquent pas le long des côtes et sur la terre ferme, l'incontournable sentier du littoral par exemple saura ravir les amateurs de randonnée. Aujourd'hui, c'est vraiment pas notre journée. On a ramené notre pluie bretonne. Là, on a vraiment ramené la pluie. Il pleut, mais il fait que pleuvoir. Alors que ça fait des mois qu'il a pas plu ici. L'état de mes lunettes. Tu mets un pied dehors, c'est une catastrophe. Il n'avait pas plu de l'été ici et on vient, il pleut. Donc je comprends pas trop pourquoi. Là, bah si, parce que la pluie nous suit, hein, tout simplement. C'est de notre faute, on est désolé. On est dégoûté parce que c'est le massif de l'Estérel face à nous. Donc là où il y a les magnifiques roches rouges, vraiment un coin qui est absolument magnifique, qu'on n'a qu'une envie là, c'est d'aller explorer, d'aller voir, de filmer et tout, mais on peut pas faire grand chose. Donc en plus, regardez, attendez, je vous fais voir. Vraiment notre vue là depuis le van, elle est incroyable. On était vraiment au pied des montagnes, mais là ça ressemble plus à grand chose. Hier ça a été, même s'il faisait gris, il y avait quand même de l'orage, mais heureusement il a pas trop plu parce qu'on on a eu les festivités des 80 ans du débarquement. Wouh! On est super heureux en tout cas d'avoir pu vivre cet événement, d'avoir été invité à la cérémonie. Voilà, c'était vraiment un événement super cool pour revenir là-dessus. Et oui. Moi ça m'a donné les frissons à plusieurs moments. Ouais, donc c'était vraiment une très très belle expérience, une super belle journée. Voilà, on vous redit quand la pluie s'est arrêtée. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le soleil est revenu. Alors ça fait plaisir. Et donc on en profite dans cette fin de journée pour faire un petit tour du massif de l'Estérel. Le soleil est enfin revenu. Là, on a les couleurs. Et en bas il y a les roches rouges. Et l'eau bleue. Et l'eau bleue. C'est magnifique. Et ce qu'on trouve vraiment agréable aussi sur cette côte de l'Estérel, c'est qu'ils l'ont vachement gardée sauvage. Et du coup on se retrouve avec pas toute la côte bitumée,
On a plein d'endroits où on peut se mettre, se garer, aller se baigner, il y a plein de criques. Les gens se marchent pas dessus, il y a quelques plages où il y a du monde, excessivement de monde, mais bon, c'est juste tout le monde qui se réunit là. Et après tout le reste, il y a quasiment personne. Là, si vous regardez dans l'eau là-bas en bas, il y a quasiment personne. Qu'est-ce que vous pensez, madame, de ce spot là? Il est incroyable. 10 sur 10. En fait, t'as envie de t'arrêter tout le long. Ouais. Parce qu'il y a des points de vue trop beaux en fait. Et ce qui doit être sympa, sympa. Sympa. Ça doit être trop sympa. Non, ce qui doit être sympa à faire, c'est plutôt en mi-saison, fin de saison, c'est d'aller faire des randonnées quand il fait moins chaud et que les massifs sont pas fermés. Parce que là, je pense que monter dans les massifs là-haut, c'est pas possible à cause des fortes chaleurs et des risques d'incendie. Mais par contre, si vous venez là en septembre, octobre, même novembre, il fait encore beau, hein, je suis sûr, vous allez faire des petites balades là, le long faire des super randonnées. Et à mon avis, il y a des points de vue qui doivent vraiment valoir le coup. Ça doit vraiment être dingue la vue de tout là-haut. Le Var abrite plusieurs massifs remarquables comme ceux des Maures ou ceux de la Sainte-Baume, mais s'il y a bien un paysage qui se démarque par son caractère unique, c'est celui du massif de l'Estérel. Ce massif volcanique aux roches rouges, emblématique de la région, offre des panoramas majestueux sur les eaux azur de la Méditerranée, notamment face à la célèbre île d'Or. Classée site Natura 2000, la préservation de l'Estérel est aujourd'hui une priorité essentielle. Ce trésor naturel est non seulement un joyau à protéger, mais aussi un incroyable terrain de jeu pour les amoureux de la nature. Entre randonnée, balade à cheval ou à VTT, l'Estérel se prête à une multitude d'activités pour explorer ses paysages uniques tout en respectant son environnement fragile. On va tester un nouveau moyen de transport, donc on a fait le gyropode, on a fait le cheval, et là on va tester les vélos électriques tout-terrain, les VTT. Comme ça vous montre que dans le Var, ils développent beaucoup d'activités différentes. Donc là, on a hâte, il fait très chaud. Ouais. Donc je sais pas si on va survivre à cette chaleur, mais bon, c'est des vélos quand même électriques, donc ça devrait le faire. Ah bah c'est bien la première fois que je la vois pédaler aussi vite. Enfin non, pas pédaler aussi vite, aller aussi vite. C'est parce que je suis aidée, d'habitude je suis un peu à la traîne. Et on va vite hein. Oh là là, c'est la folie, je suis déjà à 25 km/h. Alors que je suis même pas à la plus grande vitesse. Oh là ouah. Oh le confort. Franchement le confort n'a rien à voir déjà. Confort de fou. Le confort est dingue. On tourne d'essayer le Café Racer, donc qui est vraiment à mi-chemin un peu entre le vélo et la mobilette. Tu peux avancer avec la gâchette et franchement c'est tellement à l'aise. Vas-y, fais-nous une petite démo. Et franchement ça avance tout seul quoi, c'est ça qui est trop bien. Gâchette, gâchette! Pars pas dans le décor! Bah non! Au contraire! Ah, la sensation là-dessus, elle est incroyable. Franchement, c'est trop bien. Il est en kiff, mais total! Il est comme un dingue! On l'arrête plus, ça y est. Il est maintenant temps pour nous de clore cette belle aventure varoise, car toutes les bonnes choses ont une fin, hélas. On aura vraiment vécu des moments incroyables et surtout fait des rencontres exceptionnelles. Ces souvenirs resteront gravés à jamais. Alors là, il y a un produit unique qui a été créé ici par Arnaud, le propriétaire et le créateur des lieux. C'est un pastis au mimosa, vu qu'en fait ici, à Saint-Raphaël, on est dans la route du mimosa. Et du coup, il a créé un pastis au mimosa. On espère vraiment que découvrir ce petit bout de France avec nous, à travers nos yeux, vous aura plu et surtout donné envie de le découvrir ou le redécouvrir à nouveau. Car tu peux quitter le Var, mais lui ne te quitte jamais. Oh oh oh. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et vous abonner, ça nous soutient énormément dans nos projets.